Interactualité, Jean-Claude Bourré. C'est un dimanche bordé de noir, entre 40 et 100 morts dans un dancing en Isère. 1h45 ce matin, on s'amuse ferme au dancing 5-7 près de Saint-Laurent-du-Pont, à 30 km de Grenoble. Il y a dans le bâtiment 300 jeunes gens environ et jeunes filles qui dansent avec conviction au son d'un orchestre venu tout spécialement pour le samedi soir, les Storns. Soudain, une explosion, des décors en guirlandes de papier et en plastique qui s'embrasent en quelques secondes, immédiatement des hurlements, une panique indescriptible. Chacun fonce vers les issues de secours, mais c'est le début d'un drame insoutenable. Les issues de secours sont fermées à double tour. L'incendie progresse avec une rapidité incroyable. Les décors sont une matière de choix pour les flammes. C'était une véritable boîte d'allumettes, a expliqué un pompier. Pour cet établissement à un étage, finalement, il n'y avait qu'une seule sortie, celle du rez-de-chaussée, et encore était-elle obstruée par un tourniquet. Il semble que les gérants de l'établissement aient été obsédés par les resquilleurs. C'est pour cette raison que l'accès de ce bal était aussi difficile que celui d'un château fort. Derrière les portes, la foule des danseurs s'agglutinait. Nous avons entendu des cris atroces et de terribles coups de poing contre les portes, a raconté l'un des survivants. Sous la poussée, l'une d'elles a pu être enfoncée, mais c'est derrière les 3 autres qu'il y a eu le plus de morts, entre 40 et 100. Il est impossible en effet de connaître le bilan exact. Le dancing 5-7 n'est plus qu'un tas de ruines fumantes et l'incendie a fait rage jusqu'à 4h30 ce matin. Les pompiers de tous les environs sont venus aussi vite qu'ils l'ont pu. Tout de suite, on a compris l'ampleur du drame. Par exemple, les gendarmes de Saint-Laurent-du-Pont et les sapeurs-pompiers ont fait sonner désespérément la sirène 9 fois. Lorsqu'ils sont arrivés, les pompiers ont dû tout d'abord enfoncer les 3 portes de secours fermées à clé et derrière ces portes, un spectacle atroce, des dizaines de corps de jeunes gens et de jeunes filles calcinés, recroquevillés. À 4 heures, le préfet de l'Isère est arrivé sur les lieux où il a été rejoint par le commandant Plantier, chef du service départemental d'incendie. La première décision prise a été de remettre à ce matin l'évacuation des victimes. L'identification sera particulièrement délicate, ont confié les sauveteurs. Devant un drame aussi absurde, mourir en dansant le samedi soir, la première question qui se pose évidemment est comment ? Comment ce drame a-t-il été possible ? Et la première réponse est elle aussi absurde, les 4 portes de secours fermées à double tour, semble-t-il, pour empêcher l'entrée de resquilleurs éventuels. Mais le directeur du cabinet du préfet de l'Isère l'a confirmé à Georges Leclerc. Sur le projet, sur les plans du dancing, les normes de sécurité étaient respectées. Compte tenu des premières vérifications qui sont en cours, il semble que cet établissement, du moins en ce qui concerne le projet, était correct au regard de la réglementation nationale en matière de sécurité du 13 août 54, notamment en ce qui concerne les sorties de secours. Si vous voulez, le texte en vigueur, c'est le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Voilà, il y a évidemment un monde entre des issues de secours sur un plan et des portes verrouillées. Nous sommes maintenant en direct avec Pierre Ostian. Pierre Ostian qui est notre envoyé spécial sur place. Je voudrais tout d'abord vous demander si vous avez des précisions maintenant sur le nombre des victimes puisque le jour s'est levé. Eh bien, ce que je puis vous dire, c'est que, effectivement, depuis 1h30 maintenant, le jour s'est levé, et depuis un peu plus d'une demi-heure, les pompiers et les gendarmes sont attelés à cette terrible tâche qui consiste à retirer des décombres les dizaines de corps calcinés qu'il va falloir ensuite identifier. Et puis un spectacle également dramatique et saisissant, des parents et des jeunes, le visage miné par l'angoisse, attendent des nouvelles, attendent que l'on prononce quelques noms ou quelques prénoms. Sur le nombre des jeunes gens qui se trouvaient encore à l'intérieur du dancing, on s'interroge encore bien sûr, on compte les voitures qui restent sur le parking, il y en a environ 25, mais il y a aussi 2 cars qui étaient venus de Chambéry et qui sont repartis presque vides, m'a-t-on dit, sur place. Alors, naturellement, s'il faut chiffrer, eh bien, on pense qu'il y aurait environ 60 à 80 jeunes qui auraient trouvé la mort cette nuit. Je crois qu'il y a aussi des étrangers qui étaient venus cette nuit. Est-ce que vous avez eu confirmation de cette information ? Non, je n'ai pas eu confirmation de l'information en question. De toute façon, vous savez que ce dancing drainait beaucoup de jeunes de la région et il est fort possible que des jeunes étrangers se trouvant actuellement à la faculté de Grenoble, par exemple, puisque cette faculté amène à dire chaque année beaucoup d'étudiants étrangers, se trouvaient effectivement
effectivement au moment de l'incendie dans le club 5-7. J'ai un témoignage à vous faire entendre qui confirmera d'ailleurs ce que vous disiez au sujet des issues fermées. Il s'agit du témoignage du premier pompier de Saint-Laurent-du-Pont qui s'est trouvé sur les lieux au moment où l'alerte a été donnée. Le voici. L'incendie a été vite maîtrisé. Il y avait déjà que des morts. Mais oui, mais il y avait que des morts. On n'avait pas pu sauver personne, il n'y avait plus rien à faire. Quatre personnes on a sauvé. Oui, mais qui étaient sortis déjà ou... Qui étaient sortis. Est-ce que vous avez trouvé des issues de secours fermées? Fermées, effectivement. Et vous avez dû les enfoncer? Bien sûr. Et il y avait un portillon à l'entrée dans lequel les gens s'étaient agglutinés? Oui, bien sûr. Vous n'avez rien pu faire d'heureux? Voilà une précision encore, Monsieur Vautry, le préfet de l'Isère, qui était, comme vous le disiez, sur les lieux aux premières heures de la catastrophe, reviendra tout à l'heure à Saint-Laurent-du-Pont et il fera une déclaration à la presse. Bien sûr, maintenant, on s'interroge sur l'origine de ce drame. Eh bien, deux hypothèses sont retenues actuellement, soit un court-circuit dans l'installation électrique, soit, comme je vous le disais dans notre bulletin de 7 heures, une cigarette mal éteinte, une cigarette qui serait tombée sur la moquette par inadvertance et qui aurait mis le feu à l'ensemble. Pierre Ostian, on a parlé d'explosion. Est-ce que vous avez eu confirmation? Non, précisément, je vous le disais d'ailleurs déjà à 7 heures, il semble que la thèse de l'explosion soit totalement exclue maintenant. En tout cas, on n'en parle plus du tout. Combien y a-t-il de blessés à votre connaissance? Eh bien, écoutez, une personne interrogée nous disait qu'il y aurait 10 blessés soignés actuellement à l'hôpital de la Tronche. Nous n'avons pas eu confirmation. L'hôpital de la Tronche à Grenoble. Et une autre personne parlait de 4 blessés qui auraient été transportés à la Tronche. Donc je pense qu'il y a environ 5 ou 6 jeunes gens qui sont actuellement en traitement à l'hôpital de Grenoble. C'est ça, c'est ce qui souligne d'ailleurs la gravité de ce drame, c'est qu'il y a beaucoup moins de blessés que de morts. Et effectivement, il semble que les personnes qui étaient dans le dancing ont eu énormément de difficultés à sortir. La preuve, c'est que 6 ou 10 personnes seulement ont réussi à s'enfuir, à sauver leur vie, malgré la rapidité des flammes. Quel est le spectacle sur place en ce moment? Est-ce qu'il y a beaucoup de secours? Est-ce qu'il y a beaucoup de parents? Vous l'avez dit tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a beaucoup de secours? Est-ce qu'il y a beaucoup d'autorités qui sont venues pour essayer de comprendre ce qui s'est passé? Il y a naturellement tous les secours, tout le potentiel de secours que compte la région de Saint-Laurent-du-Pont, à savoir tous les pompiers, tous les gendarmes, des casernes de Saint-Laurent-du-Pont, des échelles, de Voiron et de la région environnante. Cela fait bien sûr beaucoup de monde qui est atterré ici à Saint-Laurent-du-Pont. Il y a évidemment cette histoire dont on aura l'occasion de reparler souvent, j'imagine, cette histoire de porte de secours fermée. Est-ce qu'il y a déjà une réaction de la foule? Non, de toute façon, la foule n'est pas très dense. Il y a, comme je vous le disais, des gens angoissés qui attendent d'avoir des précisions, qui attendent qu'on prononce un nom ou un prénom, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais il faut dire qu'il fait très froid encore ce matin, qu'il y a beaucoup de brouillard et que les forces de police canalisent naturellement les personnes, les curieux qui voudraient s'arrêter au bord de cette route nationale. Bien, Pierre Ostian, nous vous retrouverons évidemment dans notre édition de 9h, mais il est évident que si d'ici là vous aviez du nouveau, vous avez priorité absolue sur l'antenne de France Inter. À tout à l'heure donc. Paradoxe, ce drame survient le dimanche de la Toussaint, une fête joyeuse pour l'Église, puisque c'est la fête de tous les saints connus et inconnus, mais le sens joyeux de cette fête est souvent déformé, car, Didier Leca, la Toussaint se confond souvent avec la fête des morts du 2 novembre. Oui, d'ailleurs, on profite souvent de ce dimanche de Toussaint pour aller fleurir les tombes de ses parents et amis, car le jour même de cette fête des morts, bien souvent, on travaille. C'est un peu pourquoi on confond ces deux fêtes, la Toussaint le 1er novembre, la fête des morts le lendemain. La plupart d'entre vous ont décidé de passer ce week-end en famille. Beaucoup de Français, d'ailleurs, avaient pris leur voiture, le train ou l'avion dès hier. En tout cas, si vous devez prendre la route, soyez très prudents, car, Didier Leca, il y a déjà eu des accidents très graves. Hier, une trentaine de voitures se sont encastrées les unes dans les autres sur l'autoroute A6, l'autoroute du Sud. Il y a eu 19 blessés et 1 mort. Et au même endroit, quelques heures auparavant, 6 voitures s'étaient télescopées et il y avait eu alors 2 blessés. La cause de tous ces télescopages, le brouillard et la mauvaise visibilité qui surprennent les automobilistes qui roulent rapidement sur cette autoroute et qui provoquent une série de coups de frein mal contrôlés. Un autre accident très grave sur la route de Cherbourg. Un automobiliste qui dépassait à grande vitesse a accroché la voiture qu'il était en train de doubler. Les 2 voitures sont tombées dans le fossé. L'accident a fait 2 morts et 4 blessés grièvement atteints. Des exemples comme cela, il y en aura d'autres, hélas, pendant ce week-end, mais pour que leur nombre ne soit pas trop grand, soyez, répétons-le, très prudents, surtout ce soir où il y aura beaucoup de monde sur les routes, beaucoup plus que prévu en tout cas. Oui, alors justement, Tommy Franklin, comment expliquer ces carambolages en série sur les autoroutes? Vous l'avez prise vous-même, vous avez fait l'aller-retour Marseille, vous avez roulé à grande allure. Comment peut-on expliquer que 20 voitures d'un coup comme cela se télescopent?
Je ne sais pas, je ne crois pas que nous ayons les circonstances exactes de la façon dont cet accident s'est déroulé. Il y avait du brouillard. Bon, je veux bien qu'il y ait du brouillard, mais enfin, ils ont certainement roulé trop près les uns des autres, surtout dans l'espoir de ne pas perdre de vue. Prenant en considération le brouillard, le feu rouge de la voiture qui devance. Quand il y a du brouillard, on a toujours le tort de vouloir suivre une voiture dont on se dit « elle m'ouvre la route ». À ce moment-là, cette voiture peut faire un écart elle-même, cette voiture peut aller dans un obstacle, mais on a toujours tendance à croire que celui qui conduit devant sait où il va mieux que vous le savez vous-même. De toute façon, dans le brouillard, ce n'est pas la peine de se coller les uns aux autres. Au contraire, il suffit de rouler peut-être un peu moins vite. Oui. Et surtout d'avoir des anti-brouillards ou des longues portées. Et les lunettes spéciales, est-ce que ça aide? Les lunettes jaunes? Franchement, pas tellement. Pas tellement. Non, pas tellement. Donc... c'est-à-dire que c'est plus agréable, si vous voulez, pour la vue. C'est moins fatigant que d'avoir cette grisaille. On a l'impression d'avoir une luminosité plus grande. En fait, on l'a, mais cette luminosité concerne purement, si vous voulez, la couleur et n'améliore pas du tout le problème de la distance visuelle. C'est ça, donc ralentir en cas de brouillard et allumer ses anti-brouillards et rouler en code de toute façon. Vous savez que le code de la route est formel là-dessus. Ce week-end de la Toussaint, le président de la République et Mme Pompidou ont choisi de le passer à Cajarc, dans le Lot. Le président est arrivé hier soir. Il a rejoint dans leur propriété Mme Pompidou, qui était déjà là depuis le début de la semaine. À partir d'aujourd'hui, Didier Leca, vous paierez le pain et l'essence plus cher. Alors des détails. Oui, vous aussi, Jean-Claude Bourret. La baguette de 250 grammes coûtera désormais 60 centimes au lieu de 58. Quant à l'essence, le litre d'ordinaire et de super coûtera 1 centime de plus, mais dans certaines régions seulement, des régions qui ne sont pas encore précisées. C'est aussi à partir d'aujourd'hui que la vignette auto est mise en vente dans les bureaux de tabac. Le sera mardi dans les perceptions en province. La vignette n'augmente pas cette année, mais elle ne diminue pas non plus. Demain, vous retrouverez vos habitudes et vous pourrez aller poster votre courrier ou retirer de l'argent normalement dans le bureau de poste où vous avez l'habitude d'aller. La grève tournante des PTT est terminée. En revanche, une autre grève s'est déclenchée avant-hier, celle d'une partie du personnel de restauration du paquebot France. Le paquebot n'a pas pu quitter Le Havre, il a été désarmé, les passagers ont dû être débarqués, ils sont rentrés à Paris en train où un Boeing 747 spécialement affrété pour eux attendait ceux d'entre eux du moins qui devaient se rendre à New York. Le paquebot qui de toute façon devait faire une longue escale technique au Havre restera sans doute à quai jusqu'au 15 décembre. Walter Schell, le ministre ouest-allemand des Affaires étrangères, sera à Paris demain. Il doit rencontrer son homologue français, M. Maurice Schumann. Il l'informera des résultats des entretiens qu'il a eus en Allemagne de l'Ouest vendredi avec M. Andrei Gromyko, le ministre soviétique des Affaires étrangères. Paris sera donc la première capitale occidentale à être informée officiellement et directement du contenu de ces entretiens. M. Schell se rendra ensuite en Pologne. Au cours de ces entretiens, il sera aussi question certainement, à Paris et à Varsovie, du problème de Berlin. D'ailleurs, M. Walter Schell se montre optimiste quant aux résultats de ces entretiens sur Berlin avec M. Gromyko. Autre sujet qui sera sans doute également abordé, les problèmes européens, notamment celui de la frontière Oder-Neisse, qui constitue jusqu'à présent le principal sujet des conversations entre Bonn et Varsovie. D'ailleurs, ce matin, le journal ouest-allemand Die Welt publie les extraits d'un document qui serait le projet d'un traité germano-polonais, et dans ce traité, l'Allemagne reconnaîtrait les lignes frontières Oder-Neisse. Un pirate de l'air américain vient d'être trouvé pendu dans sa cellule à Boston, où il attendait de passer en jugement. John DiVovo, 27 ans, était accusé d'avoir tué le copilote d'un avion de l'Eastern Airlines au cours d'une tentative manquée de détournement. C'est un gardien qui a découvert le jeune homme pendu à la porte de sa cellule à l'aide d'un foulard. Christian Belon, le pirate de l'air français qui avait détourné sur le Liban un Boeing américain en janvier dernier, vient d'être libéré de prison au moment même de sa condamnation à 9 mois d'emprisonnement. Christian Belon a en effet été libéré à l'issue de son procès car il avait purgé sa peine en détention préventive. En Hongrie, un jeune homme de 17 ans vient d'être condamné à la prison pour avoir tenté de détourner non pas un avion, mais un train. Revolver au poing, il était monté dans la cabine de la locomotive pour obliger le mécanicien à foncer vers l'Autriche en grillant le poste frontière. Mais une bagarre les a opposés et finalement la police, arrivée en renfort, l'a arrêté. Et oui, on ne plaisante pas avec les détournements, quels qu'ils soient. Un Britannique en a fait l'expérience dans le ciel des États-Unis. Il s'était
approcher de l'hôtesse pour lui murmurer à l'oreille « Dans un quart d'heure, je détourne cet avion ». 30 secondes plus tard, il était arrêté par les gardes spéciaux de l'avion. Il a été longuement interrogé par la police de l'aéroport de Los Angeles avant d'être relâché toutefois. Il sera probablement poursuivi malgré tout. Détail pittoresque, le passager britannique est employé d'une agence spécialisée dans les voyages internationaux par avion et son directeur n'appréciera certainement pas l'humour douteux de son collaborateur. Tommy Franklin, les sports. Jeu à 13, Coupe du Monde. Hier à Swinton, l'Angleterre a battu la Nouvelle-Zélande 27-17, après un match mouvementé et très agréable à suivre.